Alors moi, je vais vous parler en attendant que le diapo s'affiche. Voilà. J'ai déjà fait les années d'avant et donc c'est un peu le même format. C'est vous faire un petit retour. Forcément, ça peut pas être exhaustif, mais de la même chose qu'on est en train de faire ici, mais à l'échelle européenne, donc beaucoup plus gros, le congrès européen annuel de l'ECMO, qui est l'Euro-ELSO et qui avait lieu à Milan en début d'année. Alors, forcément, dès qu'on se passe sur les sites de l'ELSO, on tombe sur ça. Et c'est vrai que c'est quand même intéressant de citer cet homme que probablement pas beaucoup ont connu dans la pièce, mais que beaucoup d'intervenants à l'ELSO citaient avec émotion. C'est Robert Bartlett qui a fait les premières ECMO tout court. Les premières, c'était en 71. C'est un motard qui avait un SDRA. Puis après, il y a eu un enfant en 75. Et lui, il a beaucoup œuvré à l'expansion des connaissances dans ce domaine. Donc, c'était sympa de lui rendre hommage. Du coup, je dis un petit mot sur la structure de l'Euro-ELSO, vraiment rapide, et puis après on rentre dans le vif du sujet, pour dire qu'actuellement c'est lui le président, mais qu'il y a aussi tout un comité de cette société savante pour que les choses avancent. On peut citer les francophones, parce qu'on aime bien, notamment Jana Assi, qui avait participé par visio l'année dernière au Club ECMO pédiatrique français, qui nous avait un peu parlé de cette structure, et aussi Mathieu Schmitt. On a vu beaucoup de publications de la pitié sur la journée, donc ils font quoi, l'ELSO? Alors, c'est entre autres une énorme base de données, plus de 200 000 ECMO, 260 000 ECMO, presque 100 000 en pédiatrie, et forcément une grosse puissance statistique pour après en éditer des recommandations. Il m'a manqué une. Non, si. Et donc des guidelines qui sont après disponibles sur le site de l'ELSO, gratuites. Jérôme vous a montré qu'il y en a une qui vont écrire pour 2027 sur la respi en pédiatrie. Et ça vient en complément du livre de la Bible qui sort tous les 4-5 ans, une nouvelle édition, le Red Book. En plus de ça, il y a une auto-formation un peu continue. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ça, c'est gratuit, je vous encourage à le faire. Tous les 2-3 mois, il y a des webinars de l'Euro-ELSO. Le premier, ça parle de l'hypothermie, avec des intervenants suisses et polonais. Le prochain, ce sera dans pas longtemps, là, dans quelques semaines. Donc intéressant pour avoir les clés. On a parlé de l'enfant de Trousseau, la poussette dans la Seine. Nous, dans la région, on a eu l'enfant qui fait du vélo et qui tombe dans l'Isère. Enfin bon, toutes les indications d'ECMO en hypothermie. C'est souvent ceux-là qu'on retrouve aussi dans les case reports dont parlait Rémi dans les ECPR, ceux qui ont des délais de massage ou de cannulation extrêmes, mais qui ont été protégés par le froid. Une des phrases clés de ce topo, c'était justement plusieurs topos à l'ELSO, c'était de dire qu'on n'est pas mort tant qu'on n'est pas chaud. Sous-entendu, les bradies extrêmes induites par le froid et la protection induite par le froid, ça doit nous pousser dans ces cas-là à allonger nos inclusions de cannulation, parce qu'une fois réchauffé, on peut avoir des très bonnes surprises. Bref. Au-delà de ces webinaires, si on veut faire un pas de plus en avant et qu'on a un peu de sous, il y a des formations en ligne de l'ELSO, plusieurs heures de cours, mais pour la modique somme de 700 à 1000 euros. Et encore mieux et encore plus cher, il y aura notamment en 2026, par exemple, à Rome, 2 jours intensifs d'entraînement en transport d'ECMO pédiatrique, ambiance UMAC, qu'on peut carrément aller faire sur place. Et ces formations, donc, elles sont endossées par la société savante. Donc, c'est garant de la qualité de tout ça. Dernier truc avant d'aller au congrès, ça, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Gratuit, application, ECMO Bedside Guide, dispo, je pense, Apple et Android. J'ai pas tout regardé encore dedans, mais très sympa parce que user-friendly, ça reprend facilement les grandes indications d'ECMO. Il y a quelques calculateurs de taille de canule, de débit, de machin. Il y a un peu de biblio. Bref, n'hésitez pas si vous ne l'avez pas déjà. Le congrès. Alors, déjà forcément, il y a au total plus de 18 heures de topo pédiatrique et néonatal, parfois en parallèle. Donc forcément, ce dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est très subjectif. C'est les sessions auxquelles j'ai choisi d'aller, celles que j'ai retenues et les choses qui m'ont intéressé. Donc ça ne se veut pas exhaustif, mais ça se veut donner un petit peu un aperçu des sujets qui sont discutés et éventuellement vous donner envie de nous rejoindre à celui de l'année prochaine. Par exemple, on va rendre hommage quand même aux Français et aux membres du club ECMO. Un des premières sessions du pré-congrès, c'était Jérôme Rambaud qui parlait de sujets très spécifiques. C'était dans les hémorragies alvéolaires. Est-ce qu'il y a une place à l'ECMO? J'ai mis son take-home message en photo parce que j'aime bien la première ligne. Si on ne le fait pas, l'enfant va mourir. Voilà, pragmatique. Donc a priori, oui, il faut le faire.
Et sinon, plus sérieusement, il parlait de toutes les étiologies en dessous de l'hémorragie alvéolaire, comment les rechercher, comment on adapte notre anticoagulation, et de choses d'hémostase ciblées comme l'hexacyl inhalé, qui est quelque chose qu'on peut utiliser. Bref, le genre de topo qu'on retrouve. J'ai aussi mis un petit encadré. Alors, désolé pour la photo du haut, mais même en intelligence artificielle, j'ai pas réussi à la redresser, à en extraire le texte, ça donnait rien, c'était nul. Mais c'est un gros protocole pour les tumeurs médiastinales. Nous, la coopération avec le service de réanimation pédiatrique dans l'hôpital d'en face, c'est de temps en temps des cas qui arrivent, qui sont toujours difficiles à manager. Tout le monde est bien conscient qu'en cas d'anesthésie, on risque de baisser le tonus des voies aériennes, que la masse comprime tout, arrêt cardiaque, mort. Donc il y a une place à l'ECMO. Mais à quel point il y a une place à l'ECMO? Est-ce que c'est un petit risque et en fait, il ne faut pas trop s'exciter? Est-ce que c'est un risque intermédiaire? Il faut que les gens soient au courant et vaguement dans l'hôpital. Est-ce que c'est un risque élevé? Il faut que l'ECMO team soit habillé, gants en main, canule entre les dents. Ou est-ce que même il faut mettre l'ECMO en préemptif? Et ça, c'est toujours des discussions complexes. Elles sont en plus plutôt rares. Donc j'avais bien apprécié ça et je pourrais vous communiquer plus d'infos pour ceux que ça intéresse. Et puis aussi, topo très physiopathologie hémodynamique, mais très intéressant, et ça fera écho à d'autres choses après qui ont été discutées dans les sessions plénières de congrès. Là, on venait nous présenter et nous parler des chocs mixtes. Choc mixte, il faut comprendre le choc septique distributif vasoplégique qui, parce qu'il y a une part de myocardiopathie septique, soit qu'elle soit là dès le départ, soit qu'elle apparaisse avant, devient après aussi un choc cardiogénique. Alors ces profils-là, ça nous intéresse particulièrement, c'est souvent les bons candidats pour l'ECMO. Et puis voilà, ça fait réfléchir autour de ça. Ou alors à l'inverse, le choc cardiogénique, qui a besoin avant tout d'inotropes. Mais alors souvent on nous dit surtout qu'on n'augmente pas la post-charge avec des vasopresseurs. En tout cas, c'est des messages qu'on peut entendre dans la bouche des cardiologues. Et en fait, le choc cardiogénique décompensé, il va devenir inflammatoire par les phénomènes d'ischémie et il va aussi avoir besoin à un moment un petit peu de vasopresseurs. Et de toute façon, ces chocs mixtes, on les retrouve donc vite dans notre patientèle. Donc ça, c'était sympa. Il y avait aussi un petit point sur toutes les amines et à quel point elles étaient plutôt... comment elles influaient la post-charge, la contractilité, tout ça. J'avais aussi de ce topo retenu un peu un état des lieux. J'y ai pensé parce qu'il y a un peu la même chose qui se prépare en France. État des lieux des enfants qui consultent pour choc cardiogénique aux urgences aux États-Unis. À quoi ils ressemblent, comment ils sont graves, c'est quoi en général leur pathologie de fond, et surtout le plus intéressant, à quel point ils évoluent plutôt mal, parce que leur score de mortalité, là c'est la petite... je sais pas comment je fais le truc. C'est la petite fenêtre bleue ici. Pour les plus graves, il y a jusqu'à 20-30% de mortalité dans les 24 premières heures. Et ça, le message, il était intéressant, parce que ce que ça veut dire, c'est difficile à diagnostiquer, parce que c'est plutôt rare, et en plus ils vont mal, donc il faut plutôt des stratégies agressives pour pas qu'ils nous filent entre les doigts. C'était sympa. Je passe sur l'autre, sinon je vais déborder. Grande thématique récurrente du congrès, que je trouve toujours très intéressante, a fortiori parce que je pense qu'on peut optimiser ce que nous on fait, toutes les questions de décharge du ventricule gauche. Ils en parlent beaucoup. Alors c'est intéressant pour les patients médicaux, un patient qui arrive myocardite décompensé, qui garde un VG très dilaté, que s'il y a un OAP hémorragique ou une absence d'ouverture de valve aortique dans le run d'ECMO, il faille aller trouver la façon de soulager ce ventricule gauche par différentes façons. Tout le monde est plutôt OK, mais à quel point c'est logique de le faire de manière préemptive, plus précoce. Il y a des équipes comme l'équipe de Barcelone, s'ils vont canuler une UMAC hors de leur centre, en revenant chez eux, ils passent par la salle de cathé et ils font un Rashkin pour ouvrir le septum interatrial, pour permettre de décharger ce ventricule gauche, pour qu'il récupère plus vite. Et ils sont convaincus à ce point-là de ça, au point d'imposer un peu de morbidité potentielle en passant par le cathé. Et ça, nous, pour l'instant, on n'est pas allé jusque-là, mais je trouve que c'est intéressant. Et il y a aussi pas mal de données en chirurgie cardiaque, même ambiance. Si en sortie de CEC, c'est surtout un problème de ventricule gauche dilaté, qui souffre, qui ne peut pas faire le boulot, plutôt que de bombarder d'amine et d'héparine. Et il peut y avoir besoin d'une ECMO. Et s'il y a besoin d'une ECMO, est-ce qu'il ne faut pas d'emblée mettre une décharge gauche pour dédilater ce VG au maximum, pour lui permettre de récupérer? C'est des débats récurrents avec nos chirurgiens. Et alors, dans les choses qui coûtent cher, mais qui intéressent tout le monde et qui ont l'air de bien marcher, dont ils ont beaucoup parlé, il y a l'INPELA qui arrive ici.
Parce que plutôt que de passer par une salle de cathé ou plutôt que de mettre une canule chirurgicale, ça, donc, c'est une petite pompe là, qui est introduite par voie intra-artérielle, aortique, qui va donc prendre le sang dans le ventricule gauche et réinjecter un petit peu plus haut. Donc après, il faut manager le flot de cette impella en même temps qu'on manage le flot d'ECMO et avancer vers la récupération et vers le sevrage. Bon, je ne sais pas faire ça, nous c'est du matériel qu'on n'utilise pas. C'est officiellement disponible au-dessus de 20 kg, mais j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y a des centres qui l'utilisent un peu en dessous de ça, même autour de 15 kg, voire moins. Et ça, ça fait des gros essais cliniques qui sont en cours chez l'adulte, pour tous les adultes avec des accidents coronariens aigus, ou même des adultes sous ECMO. Là, c'est le nom de quelques essais qu'il faudra suivre, qui vont montrer ou non l'intérêt de cette technique de décharge. J'ai mis la deuxième aussi intervention de Jérôme. Alors, c'est pas lui qui parlait, mais la question c'était est-ce qu'il faut faire de l'ECPR sur les enfants qui s'arrêtent en dehors de l'hôpital? Et donc, comme un collègue de Trousseau l'a dit au topo d'avant, l'expérience de Paris, qu'on trouvait vraiment très intéressante. Le protocole parisien, il a été présenté il y a quelques années au Club ECMO. Il racontait comment les patients étaient sélectionnés, le scamp and run pour arriver jusque dans les centres parisiens où ils étaient cannulés vite. Et on se disait quand même que ça avait de la gueule. Et alors, probablement que le protocole était bon. Néanmoins, 33 enfants inclus, 17 qui sont arrivés à l'heure à l'hôpital pour se faire, qui sont arrivés à l'heure, 13 qui ont été effectivement cannulés. Délai moyen 82 minutes sur la cannulation. On se souvient de ce que nous a dit Pierre sur les délais entre l'arrêt et la cannulation. Et à la fin, tout le monde est mort sauf un. Et le 1, c'est celui qui est tombé dans la Seine et qui était froid. Et dans ceux qui sont morts avec des vrais morts encéphaliques qui auraient pu donner leurs organes, ils n'ont pas donné leurs organes pour différentes raisons. Donc à la fin, ce protocole de cannulation d'ECMO pour les arrêts cardiaques extra-hospitaliers, il est arrêté en France. Et nous, ça ne nous donne pas très envie de nous y lancer dans les prochaines années. Ça, je passe vite. C'était intéressant pour avoir... on a parlé de l'intérêt de systématiser la façon dont on fait les échographies cardiaques dans la hernie diaph, par exemple, pour en sortir un protocole clinique thérapeutique efficace. Là, c'est comment on peut systématiser le recueil des données échographiques dans l'ECMO. Qu'est-ce qu'il faut regarder si on demande aux juniors de faire l'ECMO, de l'écho d'une ECMO VV ou VA? C'est quoi les 10 paramètres qu'on regarde? Et c'est un peu des trucs de poche. Ça, c'est sympa. Donc ça, c'était tout ça. C'était que des domaines un peu spécifiques. Mais alors, le top biblio et ce qui était présenté en session plénière, pour le coup, il y avait tout le monde dans les grands amphis. Il y a ça. Pierre en a parlé rapidos. Il a dit qu'il y a eu un énorme travail de fait. Et c'est vrai, et c'est plutôt ingrat, sur comment on définit les effets indésirables sous ECMO. C'est quoi vraiment un saignement un peu moyen, beaucoup, je schématise à l'extrême, mais pour que tout le monde parle du même chose, qu'on fasse le même recueil et qu'après on puisse en sortir des choses intéressantes, il faut déjà que la définition soit excellente. Et donc ils ont refait ce travail complètement récemment. Donc si un jour quelqu'un voulait faire une base de recueil française d'ECMO, c'est vrai que ça serait intéressant de bien connaître ce truc-là. Dans les grandes guidelines aussi, dont ils avaient, je crois, déjà parlé l'année dernière, grosse recos autour de l'anticoagulation. On en retient une phrase qui nous a pas aidé à convaincre nos pharmaciens à nous donner de la bivalirudine. C'est que pour l'instant, quand ils ont écrit les PIS guidelines, il n'y a pas assez d'arguments pour recommander la bivalirudine en first line thérapie. Et l'étude de pratique qui est en train d'être faite montre que de toute façon, il y a encore beaucoup de centres à l'héparine. On est chez l'adulte. On a parlé rapidos de l'Impella tout à l'heure, pour montrer à quel point c'est en train de prendre de la place et à quel point il faut le voir venir. Ça, c'est donc reco de l'American Heart Association, entre autres, sur prise en charge du coronarien adulte. Donc ça s'adresse à des centaines de milliers de personnes. Et ils en extraient ça comme recommandation. Celle qui dit que ça paraît intéressant, c'est la première, d'utiliser l'Impella pour améliorer le pronostic, globalement, alors qu'à l'inverse, la dernière ligne, l'utilisation dans les infarctus et les chocs cardiogéniques de l'ECMO-VA, ça, c'est pas recommandé. Donc discutable et américain, mais néanmoins, ça traduit un peu la dynamique de cette technique, comment ça arrive.
Le choc septique, c'est toujours aussi très intéressant. Il y avait déjà eu une session l'année dernière, un peu pro and con, qui était vraiment passionnante. Graham McLaren, lui qui a travaillé en Australie et maintenant à Singapour, c'est lui qui sort la majorité des séries d'enfants avec choc septique qui sont cannulés en centrale. L'argument hémodynamique, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'a priori, quand on est septique, on a un cœur hyperkinétique, il faut beaucoup de débit dans des vaisseaux mous pour faire de la tension. Et donc, lui, il vient mimer ça. Et donc, les enfants cannulés en choc septique parce qu'ils ont une défaillance de pompe associée ou autre, grosse canule centrale, tournée à 150 ml/kg. Et ça, il arrive à démontrer qu'on peut améliorer le pronostic en faisant ça. Ce à quoi l'année dernière lui était opposée la version italienne, qui disait que c'est pas qu'une histoire de mettre plein de débit dans des tuyaux, qu'il fallait aussi évoquer toutes les thérapeutiques adjuvantes du sepsis. Il parlait un peu, Matteo, des échanges plasmatiques, de l'immunoabsorption, de tout ça, et que de toute façon, c'était pas accessible dans tous les centres. Donc voilà, c'est toujours intéressant, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a de la data qui va en faveur d'une cannulation centrale en premier abord. Nous, même en le sachant, c'est quand même très difficile. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a jamais osé le faire, parce que cet enfant qui arrive donc de la réanimation polyvalente avec des tonnes d'amines et qui est tout marbré, il faut quand même oser pour se dire, ok, et c'est une bonne indication d'ECMO, ce qui est déjà pas toujours facile dans le choc septique, je trouve. Et en plus, on va l'ouvrir en deux pour mettre les canules, versus une cannulation plus conventionnelle. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà osé faire ça. On a parlé des modes de ventilation proportionnels sous ECMO. Quand on va plus loin, il y a beaucoup de données sur l'ECMO éveillé, l'ECMO extubé. Alors là, la question, c'est pas tant de savoir si vraiment c'est intéressant de le faire. Les arguments pour, ils sont nombreux. On fait moins d'infections pulmonaires, on a moins de drogues de sédation, etc., etc. Mais comme on discutait avec des collègues qui travaillent dans d'autres centres à la pause, c'est une question de moyens en France. En tout cas, nous, c'est ça le frein principal. Parce que pour extuber un nouveau-né avec une cannulation jugulo-carotidienne dans des chambres individuelles, s'il n'y a pas une personne tout le temps dans la chambre, c'est quand même pas facile. Alors évidemment qu'aux États-Unis, quand il y a un médecin pour l'ECMO, un médecin pour le patient, un médecin pour le doudou du patient, c'est faisable. Nous, c'est compliqué. Et donc oui, le CPR, comme le disait Rémi, session d'avant, donc le CPR sur l'arrêt cardiaque extra-hospitalier, c'est compliqué de trouver la bonne recette et ça marche pas bien. Donc chez qui ça marche? Effectivement, notre population, qui moi m'intéresse beaucoup, la population de chirurgie cardiaque, eux, c'est ceux chez qui c'est le plus facile de montrer que les CPR, vraiment, ça les améliore. Donc, a priori, il faut continuer sur cette population-là. La Crescent, canule, je sais qu'elle a déjà été utilisée au moins dans 3-4 centres de France, une fois chez nous. Donc vous connaissiez sûrement la Valonne, beaucoup utilisée je crois à Bordeaux, sûrement ailleurs aussi. Donc là c'est Medtronic qui arrive avec cette canule qui ressemble mais qui est censée être mieux parce qu'on peut mieux la mettre et qu'elle perfore moins le cœur quand on la met. Bon, il y a beaucoup d'expériences américaines, il y a pas mal quand même de problèmes où il faut la replacer régulièrement les premiers jours et de problèmes de débit, mais les résultats sont quand même bons. De toute façon, dans l'analyse de Big Data, personne ne peut recommander de faire plutôt la double lumière ou plutôt la multisite jugulo-fémorale. Nous, une seule expérience, et effectivement, l'enfant, il fallait le laisser beaucoup curariser, sinon ça sonnait beaucoup. Moyennement convaincu. Certes, une seule canule au lieu de deux, mais une canule qui est plus grosse. Il y avait un vrai syndrome cave pendant une partie du run. Bon. En tout cas, la data s'accumule et c'est quand même intéressant de l'avoir pour si jamais il y a une vraie indication d'ECMO VV chez un enfant et que la fémorale n'est pas accessible pour une raison ou une autre. Ou on s'était dit aussi que si c'est un grand enfant et qu'on a envie de faire de la réhabilitation, pour le coup d'aller vers l'extubation, de faire bouger un peu les jambes, de libérer les fémorales. Donc probablement qu'il y a une place. Je ne sais pas si c'est pour tous, mais c'est intéressant d'avoir du matériel comme ça. Dernière chose, parce que là, tout le monde montre des séries avec des milliers d'ECMO, mais c'était aussi, comme c'était un peu la fête des 200 000 ECMO rapportés dans le registre, et ben en 2022, ils ont complètement décortiqué ce registre. Alors, on est sorti tout un tas de diapos. Je vous montre celle-là. C'est le nombre moyen d'ECMO pédiatriques par centre qui font de l'ECMO pédiatrique. Alors, je ne me souviens plus des couleurs rouge, États-Unis et bleu pour l'Europe. Et en fait, c'est pas beaucoup, c'est 9 ou 11 par centre. Donc, d'où l'intérêt qu'on travaille tous ensemble et en réseau
parce que sinon c'est difficile d'accumuler de la data. Recherche. On a sélectionné celui-là extatique qui s'appelle plus extatique, mais qui s'appelle PT3 quelque chose. Bon, il y a beaucoup de centres, je pense, qui vont participer dans le club ECMO. C'est Oliver Karam qui a envoyé des mails à tout le monde. Question hyper simple, est-ce qu'il faut transfuser en dessous de 50 plaquettes ou en dessous de 90 plaquettes quand on est sous ECMO? Juste le chiffre. Voilà, 2 bras, 1, 2, et du multicentrique pour essayer d'avoir des arguments forts pour recommander une des deux stratégies. Nous, actuellement, nos pratiques, c'est 50, mais il n'y a pas de recommandation forte qui l'endosse. C'est écrit dans l'ELSO entre 50 et 100, donc on participera avec plaisir à ça. À Mannheim, vous avez entendu parler donc, de la hernie diaph Thomas tout à l'heure. Alors, ils ont aussi participé à ça, hein, qui est assez dingue et qui montre qu'on n'a pas tous les mêmes moyens quand même. Donc ça, c'est de l'IRM portable, voilà, tout simplement. Alors, ils en parlaient déjà l'année dernière, il y avait des premières images d'adultes, mais là, ça y est, ils ont fait les essais en pédiatrie, donc c'est Hyperfine qui fait ça. Donc, on met la tête du bébé dedans, et ça fait de l'IRM. Alors, ça fait pas de l'IRM à beaucoup de Tesla, c'est pas la qualité d'image de nos IRM classiques de CHU, mais enfin, ça fait ça. Et ça, c'est quand même pas mal, parce que donc, pas besoin de bouger l'enfant, non irradiant, enfin, tous les grands avantages de l'IRM. Et voilà. Donc, on espère qu'on pourra le voir arriver de manière accessible un jour. Les autres études, on parle rapidos de choses présentées par les Américains. Titre, c'est intéressant, ils en avaient parlé aussi l'année dernière. Grosse étude multicentrique sur... Cette fois-ci, ce n'est pas les plaquettes, cette fois-ci, c'est les globules rouges. Donc, vraie question de pratique clinique habituelle. À combien on transfuse? Et la construction de l'étude, elle est intéressante, du coup, parce qu'il y aura un groupe où ça sera on transfuse en dessous d'un certain seuil, et il y aura un groupe où c'est on transfuse si il y a une anémie, chiffre à définir, et aussi, soit l'enfant saigne, soit l'enfant a un problème de délivrance d'oxygène, c'est-à-dire il est lactique. Donc on transfuse s'il y a un peu un retentissement clinique de l'hémorragie, avec quand même des cut-offs pour éviter qu'on essaye de descendre jusqu'à 5 d'hémoglobine. Donc tous ceux qui auront moins de 8 d'hémoglobine et moins de 25 d'hématocrite, ou 10 et 30 pour les bébés, de toute façon, il y aura quand même un garde-fou et ils seront transfusés. Les deux autres choses, hydrogène fast, on essaiera de mettre de l'hydrogène à l'ECPR. L'hydrogène, c'est censé protéger les organes et le cerveau. J'en sais pas beaucoup plus sur celle-là, il n'y avait pas beaucoup d'infos, mais ils testeront ça dans l'ECPR pour voir s'ils améliorent la survie. Troller pour valider qu'on peut utiliser la cardio-help chez les enfants, qui est pour l'instant utilisée off-label, même si tout le monde le fait, et avec un petit volet dans l'étude Troller sur héparine versus bivalirudine, parce que nous, on n'a pas le financement, mais il y en a qui l'ont. Voilà, ça c'est encore sur la bivalirudine, pour dire qu'il y avait une étude pilote, mais je ne sais plus si Pierre en a parlé. Bon, je passe sur celle-là. Les autres choses, parce que j'ai rendu hommage seulement à Jérôme Rambaud, mais donc il y avait les Nantais qui sont là, qui sont présents. Pierre travaille dans le groupe sur la coagulation, Nico sur le groupe de neuroprotection, et tous les deux avaient des choses à présenter, notamment Promoped ACR, que vous avez entendu parler tout à l'heure, qui était présenté au congrès. Et donc merci d'avoir des gens investis qui viennent un peu représenter le club au congrès internationaux. Quelque chose qui a été un peu redondant, il n'y a jamais eu une grosse session, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler, il y en a pas mal qui essayent de trouver une place au monoxyde d'azote qu'on met sur l'oxy de l'ECMO. Alors on ne cherche pas un effet anti-HTAP, on cherche un effet anti-plaquettaire, un effet donc anti-agrégant. Parce que dans l'endothélium vasculaire, dans notre endothélium, on a un peu un relargage de NO qui permet qu'on ne s'autocoagule pas. Et donc, essayer de faire pareil sur l'ECMO. Il y a des papiers assez vieux dessus. Et là, il y a des choses un peu plus récentes qui ressortent. Ça revient un peu à la mode. Il y en a qui montrent qu'ils changent beaucoup moins les circuits en faisant ça. Voilà, ils se servent de cet appareil-là. Ce n'est pas celui qu'on a, nous, mais c'est l'Iconox. Je me souviens plus de son nom. Dernière slide sur le congrès pour dire que du coup ça faisait la transition avec ça. Alors dans les choses un peu perchées mais passionnantes, là on est vraiment dans de la recherche animale avec les équipes du monde entier qui venaient parler de comment on fait l'ECMO version plus, c'est-à-dire vraiment là du placenta artificiel ou de l'utérus artificiel. Donc il y a deux types d'équipes différentes qui bossent sur ça, ce qui est sympa. Donc on sort l'agneau de son utérus. Il y a une équipe qui l'intube, qui met du perfluorocarbone pour expandre ses poumons, une canule jugulaire,
Et donc, ça fonctionne vraiment comme une ECMO. Alors, on extrait le sang veineux, on l'oxygène, on le réinjecte dans l'artère ombilicale. Et avec ça, ils arrivent à garder en vie ces agneaux 120 heures, à peu près, 170 heures max. C'est intéressant parce que ça les oblige à réfléchir fort sur l'anticoagulation, parce que tout petit débit, tout petite canule. Et du coup, ils utilisent notamment, là, dans cet article que j'ai mis en bas, donc du NO à 100 ppm à fond les ballons sur l'oxygénateur, et un circuit qui est fait avec un truc hyper technique, mais globalement c'est un mélange d'argatroban collé au circuit et d'un complexe moléculaire qui relargue du NO en continu. Tout ça pour dire qu'ils font ni héparine ni bévialodine, et le circuit coagule pas, et ça marche un peu. Et il y en a d'autres qui font plutôt du placenta artificiel. Donc là, on canule pas l'agneau, il est remis dans une poche avec un équivalent de liquide amniotique. En revanche, on canule son cordon et on sert du débit passif de son artère ombilicale qui vient passer passivement dans l'oxygénateur. Il n'y a pas de pompe et ça lui est réinjecté. Et avec ça, quand même, ils le maintiennent en vie. Alors là, on n'est plus du tout dans la même 25 à 30 jours. Donc dans l'idée, c'est est-ce qu'un jour on pourrait proposer ça aux prématurés c'est un peu ça le fond du problème, mais ça ne sera pas tout de suite. J'ai pas mis grand-chose sur l'industrie parce qu'à force de voir un peu toujours les mêmes choses, il n'y avait rien de bien nouveau. J'insiste pas sur l'Impella. Vous avez compris qu'on va en entendre parler beaucoup. La Colibri, vous l'avez vu, elle est en démonstration par les industriels qui sont là au Club ECMO. Toujours très intéressant parce que compact, parce que petit, parce que beaucoup de données. Pour l'instant, les quelques utilisations en France, il y a encore quelques questionnements autour de la machine. Je ne crois pas que personne s'y soit mis vraiment à fond les ballons, mais ce sera évidemment une machine à bien surveiller. Et puis la Cardio-LP2 qui arrive à grand renfort de com très bientôt. Mais pour l'instant, certains coms de la boîte nous disent qu'il y aura un jour un circuit pédiatrique. Certains qu'il n'y en aura jamais. On ne sait pas bien où s'en tenir. Bon, rien de bien nouveau. On se donne rendez-vous pour ceux qui ont envie de voir Dublin et donc de parler d'ECMO en buvant de la Guinness en mai de l'année prochaine. Ça sera du 6 au 9 mai. Je pense que ce sera, comme tous les années, très intéressant. Merci. Bravo. Merci Thibaut. On a un petit peu de retard, hein, donc s'il y a des commentaires, mais...